Hey, salut à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne Origine Ants pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va notamment faire un petit tour de la Ants Room pour faire un suivi des différentes colonies. Ça c'est une chose. Deuxième chose, je voulais aussi faire une petite mise au point par rapport aux critiques relativement nombreuses que j'ai reçues sur le fait que j'élève des espèces dites invasives. Donc là, suite à la publication des vidéos sur les Solenopsis et sur les Anopolepis, j'ai reçu pas mal de critiques, certaines assez véhémentes d'ailleurs, sur le fait que j'élevais des espèces dites invasives et dangereuses. Certains sous-entendaient ou affirmaient directement que j'étais inconscient parce que je risquais très fort d'influencer de jeunes éleveurs et ainsi de suite à élever de mauvaises espèces. Alors, je comprends votre inquiétude, pas de problème là-dessus, je suis assez d'accord sur le principe. Maintenant, première chose, premièrement, je n'ai jamais vendu cette espèce, ni même incité les gens à acheter cette espèce. Au contraire, j'explique que c'est compliqué à gérer sur le long terme, j'explique qu'elles sont dangereuses, et que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je me donne aussi les moyens de réussir ici. Je ne suis pas dans une habitation, je suis dans un local destiné spécifiquement à mes élevages myrmécologiques. Toutes les précautions sont prises évidemment au niveau anti-évasion. Il y en a même plusieurs pour être sûr de n'avoir aucune fuite, et sur ce genre de nid, je n'ai jamais eu le moindre problème, donc de ce côté-là, on est sûr. Ça, c'est une première chose, mais sur le fond, il y a autre chose qui m'embête aussi. On parle beaucoup des Solenopsis, des Anopolepis, donc de ces fourmis invasives et entre guillemets populaires, fort connues, mais personne ne réagit quant au fait que nous échangeons librement à travers l'Europe des messors, des fédoles ou des choses comme ça. J'ai ici les Solenopsis geminata, vous le savez, mais des fédoles pallidula. Les fédoles pallidula, à mon sens, sont beaucoup plus dangereuses à maintenir ici en Belgique que les Solenopsis geminata, qui sont typiquement inféodées à la zone tropicale et subtropicale. Regardez sur les cartes d'aire de répartition, les Solenopsis geminata, c'est autour de l'équateur, point barre. Alors oui, elles ont été répertoriées en Hollande et en Allemagne dans certaines zones. Certes, maintenant on n'est pas dans des zones sauvages. Les zones où on a répertorié ces espèces invasives en Hollande notamment, ce sont des zones de culture intensive en fait. Donc c'est ce que les Hollandais appellent la province de verre, le pays de verre. C'est des régions où quasiment l'entièreté de la surface du territoire est recouverte de serres de culture. Beaucoup de ces serres sont chauffées et dans ces serres, on y importe, on y cultive quantité de plantes, que ce soit des plantes d'ornement, que ce soit des fruits et légumes, bref, on cultive un peu de tout. Ces serres recouvrent vraiment des kilomètres carrés, donc on peut clairement parler d'un biotope à part. Et c'est là, évidemment, qu'on a recensé ces espèces invasives tropicales. On ne les a pas recensées en pleine campagne en Hollande ou en Allemagne. Non, on les a recensés dans des zones où le climat est modifié par l'homme, de nouveau. Donc, voilà, les Solenopsis geminata ne risquent pas d'envahir la région, contrairement par contre aux Solenopsis invicta, qui elle, comme le montre très bien son aire de répartition, et c'est pour ça que je n'ai pas choisi cette espèce aussi, comme le montre très bien son aire de répartition, peut s'étaler beaucoup plus haut en latitude, et elle est clairement susceptible, alors sans aucun doute, de s'adapter au climat méditerranéen. Là il n'y a aucun doute là-dessus, puisqu'elles ont déjà conquis le territoire au climat similaire aux États-Unis, mais il ne faut pas grand-chose pour qu'elles puissent s'adapter au climat continental, tempéré et humide que nous avons ici, donc avec des hivers un peu plus rudes. Celle-là représenterait un risque beaucoup plus important. Mais si vous voulez être entier avec vous-même, je suppose alors que dans vos élevages, vous n'avez évidemment et strictement que des espèces locales. Quand je dis locales, c'est des espèces qui viennent à moins de 50 km de chez vous. Je veux dire que vous ne maintenez pas une espèce de messor en habitant à Lille ou autre, ça ce n'est pas du local. C'est déjà une importation, c'est déjà un risque au niveau invasif. Je sais bien que ce n'est pas le cas. Donc voilà, réfléchissez un petit peu avant de critiquer. La critique est toujours facile. Je sais qu'en France c'est un peu un sport national, mais voilà, c'est pas le cas partout.
Et n'oubliez pas que vous comme moi, nous sommes au départ de simples amateurs, nous ne sommes pas des doctorants en myrmécologie ou autre. Donc vos affirmations au final ne sont que des avis, et les avis c'est comme les trous de balle, tout le monde en a un. Voilà. Sur ce, revenons aux fourmis. Donc petit tour des colonies. Alors ça bouge pas mal parce qu'il fait chaud. J'espère que vous n'avez pas trop souffert des canicules non plus et que vous avez pu mettre vos colonies à l'abri parce que on a eu des températures sur certains endroits proches des 40 degrés, ce qui peut être très très dommageable aux colonies. Donc là évidemment, essayez de mettre vos colonies dans des pièces fraîches. Ici pas de souci, je suis dans au départ 2 conteneurs maritimes dans lesquels j'ai mis une très forte isolation. En fait j'ai une isolation équivalente à celle d'une chambre froide ici. Ce qui fait que j'ai quasiment aucune incidence de la température extérieure vers l'intérieur et j'ai pas de risque de surchauffe. Donc de ce côté-là, tout se passe bien. Alors on a d'abord une belle colonie d'affûts sur l'étagère à qui j'ai offert une petite extension de territoire. Donc on voit ici le tuyau qui passe derrière et je leur ai mis une aire de chasse pour leur offrir un peu plus de territoire et aussi pour éloigner le point de nourrissage du nid. Ça c'est toujours important au fur et à mesure que la colonie grandit, d'éloigner le point de nourrissage du nid pour des raisons d'hygiène évidemment. Donc ça permet d'éviter les infestations d'acariens, de moisissures et autres notamment. Alors les macus, elles profitent évidemment des journées un peu plus chaudes parce que ça se ressent malgré tout dans la pièce et elles se développent sans aucun problème. Juste ici à côté, on avait notre double terrarium, enfin notre double formicarium plutôt, avec les polyrachis d'Ibès. Alors elles sont encore assez discrètes pour l'instant, donc il y avait de l'ordre d'une quinzaine d'ouvrières et de reines. Elles se sont installées entre 2 morceaux de liège à l'arrière du terrarium. Je leur ai mis à disposition des aiguilles de mélèze qu'elles viennent récolter assez régulièrement pour fabriquer leur poche de soie et de débris végétaux. Et au niveau alimentation, donc elles sont pour l'instant au jelly et au blatt principalement. J'avais essayé un peu de poudre d'insectes mais elles n'en rapportent pas particulièrement. Donc c'est principalement blatt et jelly pour les polyrachis, donc petite colonie qui se développe tranquillement. On a pendant la journée 1 ou 2 ouvrières en permanence maintenant dans l'aire de chasse. Donc j'espère que cette colonie va pouvoir prendre son départ, atteindre une vitesse de croisière un peu plus importante et puis coloniser au fur et à mesure une belle quantité de ces petits modules. Alors juste ici à côté on a l'aire de chasse des fameuses controversées Anoplolepis cassipes, donc la fourmi folle jaune, Yellow Crazy Ants. Qui, après avoir pas mal déménagé les premiers jours, a fini par se sédentariser dans le nid, donc c'était ce qui était prévu aussi au départ. Alors on voit clairement que l'espèce se cantonne très près du système d'hygrométrie, pourtant le nid est déjà assez humide, je l'humidifie quasiment tous les jours, parce que c'est une espèce qui a des forts besoins en humidité et qui est assez sensible au dessèchement notamment. Donc de nouveau, là encore, on voit que cette espèce n'est pas aussi facile que ça en dehors du climat tropical. Alors c'est une très grande faculté d'adaptation en région tropicale chaude humide, mais dès qu'on sort de ce climat chaud humide, elles sont pas aussi fortes que ça et il faut clairement les aider un petit peu. Donc là pareil que les polyrachis, pour l'instant c'est blatt et jelly. Elles acceptent aussi ce que toutes les colonies n'acceptent pas, les cloportes. Donc j'ai un petit élevage de cloportes depuis quelques mois. Et ça, je leur en ai mis quelques-uns et elles les chassent assez rapidement et elles acceptent facilement les cloportes. Là où beaucoup d'autres colonies vont avoir tendance à les tuer et ne pas les consommer. Donc ça, c'est une petite particularité aussi de cette espèce. Donc cette faculté à justement consommer pas mal de nourriture différente. Alors là, on a un petit formicarium de nouveau avec une colonie de Sanctus, donc les Camphonotus sanctus. Une colonie qui se porte bien là encore. Avec ici, on doit avoir à mon avis maintenant une bonne trentaine d'ouvrières et on en a en permanence 5-6 dans l'aire de récolte. Ici, c'est un terrarium type, c'est le modèle Tetraponera, donc c'est un terrarium. Un formicarium avec un nid en bois uniquement, donc un nid qui est sec à 100%. Donc ce type de nid convient bien pour les Sanctus, notamment pour les Tetraponera évidemment et d'autres espèces, mais ne conviendra pas à toutes les espèces.
Évidemment, quand on utilise ce nid, il est impératif de toujours disposer d'un abreuvoir dans la partie aire de chasse. Même si l'espèce supporte des atmosphères sèches, tout être vivant a besoin de s'hydrater pour survivre, donc il faudra malgré tout un point d'eau ou au minimum des jellies dans l'aire de chasse, parce que les jellies vont contenir pas mal d'eau aussi, qui vont être assimilés par les fourmis. Juste là derrière, donc en courrier spé dont on a parlé il y a quelques semaines dans une des premières vidéos, c'est les Odotomachus aemetodus qui vont très bien, qui sont bien adaptés à leur triple formicarium. Donc pour rappel, elles étaient installées dans ce formicarium-ci qui était rempli aux 2/3 de substrat. Mais évidemment, même si la colonie s'y plaisait très bien, la visibilité n'était pas géniale. Du coup, j'ai volontairement asséché ce formicarium-ci et je l'ai connecté à 2 formicariums humides, un qui sert d'aire de chasse et le second avec un nid qui va servir pour la localisation de l'habitation de la colonie, évidemment. Donc là, elles ont déménagé et au fur et à mesure du dessèchement du terrarium numéro 1, eh ben, tout le couvain, les larves, les œufs ont été progressivement transférés dans le 3e terrarium où il y a le nid. Donc tout se passe comme prévu de nouveau avec cette espèce-là, qui consomme un peu de gelée, mais surtout beaucoup de protéines animales, donc de nouveau blattes, les cloportes aussi, elles aiment assez les cloportes, que ce soit les plus gros type porcellio ou les petits cloportes tropicaux blancs qu'on utilise pour nourrir les dendrobates, dont j'ai oublié le nom qui est imprononçable d'ailleurs, mais ces petits cloportes blancs, ça c'est vraiment une nourriture à mon sens idéal pour les Odotomachus, qui sont vraiment une espèce adaptée à la chasse de ce qu'on appelle l'apédofaune. Donc l'apédofaune, je vous rappelle, ce sont ces micro-arthropodes de quelques millimètres maximum qu'on va retrouver dans la litière de feuilles en décomposition d'un sol forestier par exemple. Alors, affaire suivante, nous arrivons ici justement au niveau des Phaedol pallidula. Donc là, c'est une colonie que j'avais démarré aussi il y a quelques semaines, et comme très souvent avec les Phaedol pallidula, ça va bien et ça va très très vite. Donc là, il y avait, je pense, une trentaine d'ouvrières quand on a commencé cette colonie il y a 6 semaines, je pense. On est largement à 150-200 ouvrières avec un couvain monstrueux. Donc il est clair et net que d'ici 3 à 4 mois maximum, je pense, le nid sera entièrement rempli et on pourra soit passer à un nid de taille supérieure et les forcer à déménager, ou alors, ce que je pense que je vais plutôt faire avec cette colonie-là, multiplier des nids de petite taille que je vais monter à ce moment-là en batterie pour qu'elle puisse installer toute la population de la colonie. Donc les nids étant assez proches l'un de l'autre, c'est comme si c'était un seul nid sans aucun problème. Et ça va permettre d'avoir un côté très ludique où on voit justement toute cette circulation à travers les cuisines. Après les Phaedol pallidula, on reste un peu dans le même style avec les Carabera. Donc dans ce formicarium, j'ai une fondation de Carabera finis. Fondation pour laquelle j'avais pas trop d'espoir, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu la vidéo du départ, parce que la reine était, elle était inerte sur le flanc dans le tube. Limite, elle paraissait morte. Je n'étais pas sûr que ce soit une fan de la reine ou un signe réel de problème. Toujours est-il qu'après les avoir disposées dans ce module-ci, elles ont très vite quitté le tube et elles ont enterré et le couvain et la reine. Donc je n'ai plus de visu directement sur la colonie, mais depuis, les ouvrières continuent à sortir régulièrement. Je vois des ouvrières plus claires, notamment des médias et des submajors. Donc je pense que la colonie a priori continue à se développer. Et je suppose que si l'activité reste telle après celle-là à peu près 2 mois, je suppose que la reine est toujours derrière, parce que vous savez peut-être que l'espérance de vie chez ce genre d'espèce, pour les ouvrières mineures, est très très courte, de l'ordre de quelques semaines.
Donc si la reine n'était pas là pour renouveler ces ouvrières mineures, eh bien il n'en aurait déjà plus parce qu'elles seraient mortes de vieillesse tout simplement après quelques semaines. Donc ce sont des espèces, j'en avais déjà parlé, dont on n'est pas sûr que l'imago, donc l'adulte, se nourrisse pour les ouvrières. Il n'est pas exclu à l'heure actuelle que ces fourmis ne se nourrissent pour les ouvrières en tout cas, pas pour la reine évidemment, mais pour les ouvrières qu'au stade larvaire. Donc elles emmagasineraient les calories, excusez-moi. Elles n'emmagasineraient les calories qu'au stade larvaire et une fois adultes, elles consacreraient leur temps à rentrer des calories dans la fourmilière pour nourrir d'autres larves, mais elles ne mangeraient pas elles-mêmes. Peut-être qu'elles consomment juste un peu de sucre pour l'énergie, un peu comme les papillons le font avec le nectar par exemple. Alors, juste derrière, toujours dans le même esprit, j'ai deux petites fondations en attente aussi, et ce sont des Carabera toujours, mais c'est plus Carabera finis, c'est des Carabera diversa. Donc petite fondation avec un joli petit couvain, les ouvrières qui commencent tout doucement à se montrer en extérieur. Donc là on voit, je ne sais pas si vous allez arriver à distinguer avec la caméra, on fera des plus gros plans après, parce que c'est évidemment très petit hein, comme espèce. Les Carabera, les minors, c'est de l'ordre de 2 mm et demi, et c'est très fin au niveau du corps, c'est même plus fin que les Phédol pallidula je trouve. Donc c'est assez petit et on ne les distingue vraiment que par le nombre. L'individu en lui-même sur un substrat naturel est très dur à distinguer tellement il est petit je trouve. Bon après la vue baisse avec l'âge paraît-il, mais logiquement je vois encore assez faible. Donc deux colonies qui sont au même stade avec un petit pot contenant du substrat dans lequel on a la reine, un paquet de couvain et les premières générations d'ouvrières. Donc là encore ce sont deux colonies, enfin j'espère en réussir au moins une sur les deux en tout cas, qui potentiellement peuvent atteindre un développement énorme. Et là, l'objectif est de nouveau de vous montrer ce que c'est de gérer une colonie énorme. Il faut savoir que même si les fourmis s'équifient, gérer une colonie comme ça revient à gérer un gros reptile. Donc gérer une colonie mature que ce soit des Phédoles, des Solenopsis ou autres, c'est l'équivalent de maintenir un varan ou un alligator chez vous. Faut pas, au niveau budget, au niveau du temps consacré, ainsi de suite, ça va être pareil. Donc c'est pas à prendre à la légère, ça c'est sûr. Juste là derrière, petit terrarium que l'on avait prêté et qui vous a plu aussi, puisque cette vidéo a fait pas mal de vues d'ailleurs. C'est un terrarium multispécifique où on va avoir donc 3 espèces, à savoir que je ne dise pas de bêtises, Acanthomiremex thaïlandais, Meranopus bicolore et Camponotus singularis. Alors ces 3 espèces ont pour point commun d'être des espèces assez paisibles, assez timides, donc on ne peut pas dire qu'il y ait une activité de malade dans ce terrarium, mais on va voir en permanence l'une ou l'autre ouvrière en train de fourrager à gauche à droite. Donc c'est pas des espèces sur lesquelles on va avoir des gros recrutements. Ce sera en général plutôt plus quelques ouvrières sur le pot de gelée. Maintenant ce terrarium je ne l'ai que depuis quelques semaines et je n'ai pas de notion exacte du nombre d'ouvrières qu'il y a dedans. Donc, je découvre un peu aussi au fur et à mesure des observations, mais elle est sympa. Alors ici sur l'arrière on a un joli petit champignon qui se développe. On a une belle population de cloportes et isopodes dedans aussi, donc qui contribuent évidemment à nourrir ces colonies et à dégrader tout ce qui est déchets. Alors ici ça c'est une vieille colonie de Nestor pour le retour on va dire. Donc c'est une colonie que j'avais récupérée chez un client qui avait acheté une grosse colonie et puis il a abandonné clairement. Il y a un gros effondrement de population. Pourtant c'est une colonie dans laquelle il y avait déjà pas mal de sexués et autres, donc elle était assez grosse. Et puis gros effondrement de population, depuis il me reste quelques centaines d'ouvrières et beaucoup de sexués en fait. Je les ai gardés par curiosité, mais j'ai très peu d'espoir sur le développement de ces colonies à long terme parce que je suis même pas sûr que la reine d'origine soit encore là en fait. Je sais pas ce qui se passe dedans.
je regarde un peu pour la curiosité, pour voir ce qui se passe. C'est un comportement évidemment totalement artificiel parce que tout ça est dû à la captivité, mais voir un peu comment ça va évoluer, que deviendront ces sexués, mâles et femelles qui stagnent dans le nid depuis 2 ans, 3 ans maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, comment ils vont évoluer. Donc voilà, c'est juste par curiosité que j'ai maintenu cette colonie-là, même si a priori elle ne redeviendra plus une colonie populeuse, parce que si elle devrait le faire, elle l'aurait déjà fait depuis le temps, mais elle a tendance à stagner. Alors juste ici à côté, on a une fondation d'accro qui va bien, donc là du troène et des pétales de rose, un module avec de la perlite modifié régulièrement, et on a le champignon là sur l'arrière qui se développe gentiment. Ici j'ai quelques fondations, il y a un peu de tout en fait. Là je trouve que c'est une Lasius flavus. On a de la Messor barbarus, Messor capitatus, donc les fondations. Et là en dessous, mes fameuses Solenopsis, les Fire Ants. Donc la première boîte ici que j'identifie comme étant les Solenopsis geminata. Alors, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'avais 2 reines qui sont identifiées comme Solenopsis geminata. Par expérience, j'ai mis ces 2 reines dans la même aire de chasse pour voir comment elles se comportaient. Et là, avant que j'ai eu le temps de filmer, parce que ça a été assez rapidement, on a eu un comportement relativement particulier. Donc je vais voir, on a un peu ce qui s'est passé. Une fois que les 2 fondations étaient mises dans la même aire de chasse, donc une fondation avait déjà les ouvrières, l'autre c'était une reine seule avec du couvain. Ce qui s'est passé, c'est qu'une des ouvrières de la fondation numéro 1 a été jusqu'à l'entrée du tube numéro 2 et a tracé une piste de rente sans rentrer dedans. Elle a clairement agité les antennes et puis elle a repéré les lieux. Par la suite, elle est revenue au nid et très vite, c'est la reine seule qui est partie rejoindre le nid. Alors dans un premier temps, elle a été acceptée. Par la suite, elle s'est fait d'abord écarter et ensuite elle s'est fait tuer. Donc cette espèce, a priori, sera du type monogyne et va rester monogyne pour cette colonie-là. Il reste encore les 2 autres reines dont je ne suis pas sûr de l'identification, à savoir est-ce que c'est du geminata ou est-ce que c'est une autre sous-espèce. Ça, l'avenir nous le dira peut-être, mais pour certaines espèces, il faut un test génétique pour différencier les différentes espèces, donc c'est pas gagné. Voilà pour ce petit tour des colonies. Donc après, là ce sont les berges blattes, ça nous intéresse forcément un peu moins. Je vous laisse pour cette vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, de liker, de partager, de cliquer sur le lien Tipeee et de nous soutenir si vous en avez le cœur. Et portez-vous bien, prenez soin de vos colonies et réfléchissez un petit peu avant de cliquer aussi les gars. Allez, ciao ciao.